Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous, voici les titres de ce jeudi. François Hollande joue la carte de la crédibilité avec un programme très détaillé et un chiffrage précis. 20 milliards de mesures nouvelles, mais 29 milliards de recettes par la limitation notamment des niches fiscales. Les PME au cœur de la relance et la jeunesse privilégiée. L'UMP dénonce le matraquage des classes moyennes et ne croit pas au redressement budgétaire, avec un programme qui, selon Valérie Pécresse, met en péril la crédibilité même de la France. Le projet de François Hollande, eh bien, il sera en débat sur ce plateau dans un instant. Face à face, Philippe Marini, le président UMP de la Commission des Finances, et le sénateur socialiste David Assouline. L'Alsace et la Moselle resteraient placées sous le Concordat de 1801 en cas d'inscription de la séparation des églises et de l'État dans la Constitution. Une précision qui a été apportée par le candidat socialiste pour rassurer dans les régions concernées. Sur la laïcité, notez-le, et sur les francs-maçons qui font la une de bien des hebdomadaires en ce moment, on les présente comme des manipulateurs, comme des infiltrés auprès des candidats. Nous recevrons tout à l'heure Guy Arcizet, le grand maître du Grand Orient de France. Fort de son succès au Bourget et de bons sondages, le candidat socialiste jouait évidemment ce matin sa crédibilité en présentant 60 engagements pour la France. Le ton n'était plus celui de dimanche, moins d'emphase, l'heure n'était plus à la grand-messe, mais à un exposé minutieux, mais le fond bleu était toujours le même. Sandra Cerquera. En plein cœur du 11e arrondissement de Paris, c'est la cohue des grands jours devant la Maison des Métallos, au lieu du syndicalisme parisien. Et le lieu n'a pas été choisi au hasard. C'est la mémoire du mouvement ouvrier. Nous sommes aussi chez nous. Voilà. François Hollande vient détailler ses 60 engagements pour la France. Un projet à la première personne. Face aux 400 journalistes présents, fini le lyrisme, le ton n'est pas le même qu'au Bourget. Plus professoral, un défilé de chiffres, de pourcentages, de milliards, presque un cours de rigueur. Mon projet repose sur 4 principes. Le premier, c'est la lucidité sur la gravité de la situation, l'ampleur de la crise et l'état du pays. Je ne promets que ce que je suis capable de tenir. Pas moins, pas plus. Car Hollande veut se présenter en candidat crédible et raisonnable. Ce discours, c'est aussi l'occasion de riposter à la droite, qui l'accuse de vouloir piétiner les classes moyennes. Mais là encore, jamais le nom de Nicolas Sarkozy n'est cité. Au détour d'une phrase, François Hollande s'autorise même à parler au futur, comme s'il se voyait déjà à l'Élysée. Je ne veux pas faire ce que nos prédécesseurs ont hélas posé comme règle, c'est-à-dire des prévisions totalement décalées par rapport à la réalité. Au Bourget, François Hollande a essayé de convaincre l'aile gauche du PS. Aujourd'hui, il s'est adressé à un électorat plus large, de potentiels électeurs de l'autre François, François Bayrou. Et parmi les réformes structurelles qui seraient prises immédiatement figure en bonne place la réforme fiscale. François Hollande a donc cité la justice avec la lucidité, la volonté et la clarté comme principe directeur. Voyons avec Paul Bouffard ce que cela signifie pour les Français du haut et du bas de l'échelle. Agir vite, si le grand soir d'une vaste réforme fiscale n'est pas à l'ordre du jour, les aménagements avancés par le candidat visent d'abord les hauts revenus. Première mesure, le projet du candidat prévoit de réformer l'impôt sur le revenu. Création d'une nouvelle tranche d'imposition à 45% pour les revenus dépassant 150 000 € par part. Selon lui, 1,5% des Français seraient concernés par cette mesure. Deuxième point fort de sa politique, François Hollande s'attaque vigoureusement aux niches fiscales. Les niches fiscales seront effectivement plafonnées. Aujourd'hui, c'est 18 000 € et avec une facilité selon l'importance des revenus. Ça sera demain, si les Français en décident, 10 000 € de réduction d'impôt maximale. Troisième mesure phare, la réforme du quotient familial qui ne sera pas supprimée. Ce dispositif permet de réduire l'impôt des ménages en fonction du nombre d'enfants. François Hollande veut baisser son plafond de 2 300 à 2 000 €. 5% des familles les plus aisées sont concernées. L'argent collecté financera une hausse de l'allocation de rentrée scolaire. Des réformes fiscales qui visent les hauts revenus pour un seul objectif, tenir les classes moyennes hors de l'eau. Je veux les rassurer, ces classes moyennes, elles ont été ponctionnées pendant 5 ans. Donc ces classes moyennes n'en peuvent plus. Et je les comprends. Elles seront protégées.
Pour le candidat socialiste, le coup de rabot sur les niches fiscales atteindrait 29 milliards d'euros étalés sur le quinquennat. Les mesures nouvelles, elles, auraient un coût de 20 milliards d'euros. Et la retraite à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler tôt sera financée par un relèvement des cotisations de 0,1%. C'est renoncer à 15 milliards d'économies, dénonce la ministre du Budget Valérie Pécresse. Un autre volet du projet de François Hollande, la relance et la croissance avec une banque publique d'investissement, une attention particulière portée aux PME. Ainsi, les impôts vont être rééquilibrés à leur profit au détriment des grandes entreprises. La satisfaction aujourd'hui de Jean-François Roubaud, le président de la CGPME. Ce qui est très important, c'est de voir que François Hollande a une volonté d'aider les TPE, les PME, d'aider nos entreprises, parce que c'est le seul créateur de richesse, c'est celle qui emploie, qui embauche. Donc ça me paraît important qu'un candidat annonce clairement sa volonté d'aider ces entreprises. Il y a des mesures qui m'interrogent davantage sur le problème de l'aide pour l'emploi d'un jeune en conservant un senior dans l'entreprise, l'augmentation des cotisations pour les entreprises qui ferait un abus des emplois précaires. Alors ça m'inquiète beaucoup parce que comment on va déterminer l'entreprise qui fait des abus des emplois précaires? Alors j'imagine que c'est les CDD, mais où est-ce qu'on mettra les curseurs? Donc tout ça, ça demande des précisions. Bon, c'était un programme qui présentait à l'ensemble des Français et pas spécialement aux PME, donc c'est assez logique. Il y a des mesures positives qui concernent les entreprises. Je lui demanderai des détails, bien sûr, et des précisions dans l'avenir. Monsieur Roubaud, il y a quelques instants avec Fabrice Cunet, notons que les contrats d'avenir du projet socialiste sont en fait en nombre réduit dans le projet de François Hollande qui a coupé la poire en deux. En fait, il y en aura 150 000. Côté réaction, Cécile Duflot relève des manques sur l'écologie. François Hollande ne fermera que la centrale de Fessenheim s'il est élu. L'UMP, par la voix de Jean-François Copé, dénonce un matraquage des classes moyennes et une déconnexion du réel. D'autres commentaires recueillis cet après-midi par Nathalie Guilloire. Vieille recette, je recrute, je dépense, vieille querelle, la laïcité dans la Constitution. Pourquoi revenir aujourd'hui sur cette loi de 1905 ? Donc je pense qu'il n'a pas fait le saut dans le XXIe siècle. Et ça manque quand même de concret. Par exemple, il n'y a rien sur le SMIC. Il y a maintenant des millions de gens qui vivent avec 900 € par mois. Où est la justice à ce niveau-là ? La cause de la désindustrialisation massive, du chômage massif, de la mainmise de la finance sur le politique. Contre tout cela, il n'y a aucune proposition de la part de M. Hollande. J'en conclus donc que sa guerre contre la finance est une guerre avec un pistolet à bouchon. François Fillon a reçu cet après-midi les parlementaires de la majorité. Il martèle le même discours, on le sait depuis plusieurs jours, appelant les membres de la majorité à faire bloc derrière Nicolas Sarkozy. Dans l'actualité également aujourd'hui, Nicolas Sarkozy justement qui se pose à Dijon en champion de l'indépendance de la justice face aux critiques de la gauche. Le chef de l'État a rappelé qu'il était le premier président de la République à ne pas présider le Conseil supérieur de la magistrature. Une enquête préliminaire pour corruption ouverte par le parquet de Nanterre vise le sénateur maire socialiste de Clamart, Philippe Kaltenbach. L'enquête est partie d'une vidéo réalisée à l'insu de l'élu par un de ses anciens adjoints qui lui remet 1 000 € en argent liquide. La conversation porte sur l'attribution d'un logement social, mais Philippe Kaltenbach dénonce une manipulation, affirmant que son ancien adjoint était venu lui rembourser une dette. Il tiendra une conférence de presse dans sa mairie demain matin. Enfin, sachez que le Sénat a adopté le projet de loi réduisant la précarité dans la fonction publique. Premier invité, le grand maître du Grand Orient de France, M. Arcizet. Bonsoir, merci d'être avec nous. On va d'abord parler de la question de la laïcité. C'est un des aspects effectivement qui vous a retenu toute votre attention dans le projet de François Hollande. Finalement, il a corrigé son propos quant à l'introduction de la loi de séparation de l'Église et de l'État dans la Constitution. Comment est-ce que vous réagissez ? Sur le fond, plutôt favorablement, c'est-à-dire que le fait de constitutionnaliser la laïcité nous paraît un progrès et une avancée. Ceci dit, peut-être qu'à l'heure actuelle, M. Hollande et le Parti socialiste se heurtent à une difficulté. La laïcité n'est pas univoque, on s'en aperçoit. Il y a des applications qui sont différentes, en particulier en Alsace-Moselle, en Guyane ou en Polynésie, c'est vrai. Il y a de grosses différences et je crois qu'on peut se heurter là à une difficulté qui, j'espère, ne sera pas irrémédiable. Très bien. C'est-à-dire que vous auriez d'ores et déjà peut-être préféré qu'il mette un terme au concordat.
C'est hein, difficile. Puisque donc l'exception sera pérennisée. Oui. C'est difficile parce que le Concordat met en cause un certain nombre d'acquis sociaux qui devraient être étudiés. Je crois que oui, peut-être recule-t-on pour mieux sauter, je l'espère. C'est-à-dire que peut-être on peut espérer qu'à terme, tout le côté religieux du Concordat pourra être revu en gardant les avantages sociaux de tous ceux qui en profitent pour l'instant. Est-ce que vous vous réjouissez de voir que la laïcité peut devenir un thème du débat électoral et qu'il n'est plus seulement accaparé notamment par l'extrême droite? Incontestablement, dans le débat actuel, on voit enfin, et on l'espérait, ressurgir la notion que la laïcité est liée à la solidarité. Nous, on le martèle déjà depuis plusieurs années pour justement ne pas laisser l'extrême droite en faire un sujet d'exclusion de certaines communautés, comme on l'a vu récemment. Est-ce que le Grand Orient de France prendra position officiellement durant la campagne présidentielle? Non, ce n'est pas notre habitude. On reste en général à l'écart complètement du débat politicien. Par contre, sur ces sujets-là, incontestablement, vous voyez, je m'exprime et on s'exprimera. Très bien. Vous allez recevoir les candidats? C'est fait. On les a tous réussis, sauf un candidat potentiel qui est encore en retrait et dont on ne sait pas, semble-t-il, s'il va se présenter. Bon, pour l'instant, il n'a pas répondu à nos demandes. Est-ce que vous êtes satisfait de l'intérêt suscité aujourd'hui par la franc-maçonnerie qui fait la une des hebdomadaires depuis quelques semaines, tous à tour de rôle et tous avec la même thématique, hein, à savoir qu'on vous présente comme de grands manipulateurs des candidats? Oui, ce côté magique là qu'on nous reproche. Vous savez, il y a 3 siècles qu'on nous le reproche. Alors, j'étais pas là au tout début, je tiens quand même à vous le préciser, mais il y a 3 siècles, l'Église, pas comme chez moi, l'Église et l'État ont tout de suite été inquiets de voir la franc-maçonnerie prendre cette importance dans la mesure où c'était un contre-pouvoir. C'est un contre-pouvoir, je l'ai toujours dit. La franc-maçonnerie est incontestablement une école de pensée libre. Alors vous savez, la liberté c'est dangereux et certains voudraient nous contraindre et on nous diabolise, mais enfin bon, on a l'habitude. Ah, vous allez peut-être un peu loin, on vous diabolise. On souligne simplement que votre influence est bien réelle. Oui, bien réelle, mais sur des sujets auxquels on ne tient pas. Bien réel justement, peut-être dans les affaires, bien réel dans certains cercles auxquels on préférait être étranger. Très bien, merci de votre visite, Monsieur Arcizet. Nous allons entamer notre débat avec David Assouline et Philippe Marini, le président UMP de la Commission des Finances. Mais d'abord, on va vous retrouver cet après-midi dans l'hémicycle. David Assouline, vous avez porté le fer contre l'intervention du chef de l'État sur une multitude de chaînes de télévision dimanche soir à 20h. On vous écoute et puis la réponse très enflammée également du ministre de la Culture. 6 chaînes de télévision, les principales, traditionnelles ou du service public, toutes les chaînes d'information à la même heure, à l'heure de plus grande écoute. Aucun Français ne pourra y échapper. Il pourra zapper d'une chaîne à l'autre. Il devra subir la parole présidentielle. Franchement, vous n'avez pas beaucoup vu la télévision durant l'automne, où nous avons eu droit à un programme de télé-réalité particulièrement réussi qui s'appelait Les Primaires socialistes, qui nous ont permis semaine après semaine de savoir qui reviendrait en deuxième semaine. Je ne sache pas non plus que le formidable show, paraît-il, de la rockstar du Bourget est échappé aux téléspectateurs puisqu'il a été très largement distribué. Voilà, alors David Assouline, le Conseil supérieur de l'audiovisuel précise ce soir que le temps de parole du chef de l'État sera décompté puisqu'il intervient comme candidat présumé. Philippe Marini est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous trouvez légitime que Nicolas Sarkozy occupe tous les écrans dimanche soir à 20h15? Écoutez, à chacun son tour, enfin. Ouais. On entend parler depuis le Bourget que de François Hollande, moi je ne m'en plains pas. C'est normal, on est dans une période de campagne électorale. Il n'y a pas un seul parti dans ce pays. Il ne faudrait pas que vous aspiriez à vouloir le pouvoir pour le pouvoir et puis à ne laisser que quoi? Rien? Non, vous êtes vraiment dans la confusion. Il y a 2 sujets sur lesquels j'ai voulu porter la contradiction. D'abord, on nous dit qu'il intervient comme président de la République. Donc vous admettez qu'il s'agit du candidat Nicolas Sarkozy puisque vous comparez à l'intervention de François Hollande qui lui est candidat. Donc aucun candidat n'aura
un potentiel de 25 millions de téléspectateurs si on fait les audiences cumulées des chaînes qui vont le retransmettre. Parce que même le discours de François Hollande qui a été diffusé sur quelques chaînes d'information, en cumulé, on a dit que c'était à peu près 2 millions. Et c'était extraordinaire. Là, ce sera plus, évidemment, dimanche soir. Que ceux qui avaient le choix, un dimanche après-midi, de regarder tout autre chose, ou même de se promener, ont choisi, ils ont fait un acte volontaire là, à 20h en prime time le dimanche soir, sur France 2, le service public, sur TF1, la principale chaîne, sur les 4 chaînes d'information, nous allons devoir obligatoirement écouter une intervention, non pas de quelqu'un qui va dire « je suis candidat, donc tous les autres candidats auront la même chose, mais je suis président de la République ». Alors, donc, en tous les cas, maintenant, c'est clair, hein, c'est proposition contre proposition. Nicolas Sarkozy, François Hollande, Philippe Marini, quel est votre jugement d'ensemble sur ce qu'a présenté aujourd'hui le candidat socialiste? Vos critiques et éventuellement des motifs de satisfaction? Il doit bien y en avoir là dans les 60 mesures pour vous. C'est un habile homme, c'est sûr. Il se positionne comme un bon manœuvrier. Maintenant, sur le fond, il y a de très fortes contradictions que nous allons travailler à lever jour après jour. Par exemple, on me dit on va rester dans le cadre de la convergence budgétaire. Bon, on va faire 20 milliards d'euros de dépenses publiques de plus. Et moi, je pense que c'est très sous-estimé. Et ligne après ligne, on pourra en rapporter la preuve. Et par ailleurs, 29 milliards d'impôts de plus, mais d'économie zéro euro, 0 centime. Sur ce point, bon. David Assouline, et c'est vrai que... et les recettes, à mon avis, sont surestimées. Dépenses sous-estimées, recettes surestimées. Il est mis fin à la révision des politiques publiques et le mot économie n'apparaît pas dans le projet. Mais si, à partir du moment où 29 milliards de niche fiscale et d'avantages aux plus favorisés sont supprimés, il y a bien entendu avec des politiques qui vont coûter 20 milliards pour relancer la machine, pour faire en sorte qu'il y ait une redistribution et que justement les classes moyennes et les couches populaires puissent consommer et aussi contribuer à la relance de l'économie et donc à des recettes fiscales supplémentaires. Il y a de la place pour de l'économie, pour de la maîtrise budgétaire, de la maîtrise des dépenses, mais il y a de la place aussi pour de l'investissement, les PME, pour de la relance de la consommation, et on ne pourra pas sortir de la spirale infernale de cette crise si on ne tient pas les deux bouts, c'est-à-dire faire reculer la dette, arriver à l'objectif de 3% pour 2013 et un objectif de 0 pour 2017. C'est un cap qui est donné, mais à côté, tout ce qu'il faut pour que l'austérité ne crée pas encore plus de dettes, parce que c'est ça qu'on voit avec la Grèce, c'est cela qu'on a vu avec l'Italie. Si vous dites que tous ceux qui peuvent participer à l'économie vont subir, ne vont plus pouvoir consommer, vont être des chômeurs, ça alourdit la dette sociale, ça alourdit tous les comptes, et puis derrière, rien de possible pour relancer la machine, alors on s'enfonce, il faut à un moment donné ce volontarisme. Je crois que François Hollande... Oui, mais vous dites habile, qu'on soit clair. Écoutez, c'est pas... Dimanche, pas un il a donné un habile. cap. Oui. La France, la République, c'est quoi pour nous ? Et l'espérance qu'il faut recréer dans ce pays, parce que sans confiance, vous savez que la confiance est importante pour l'économie. Et puis aujourd'hui, il a montré le sérieux, la maîtrise des dossiers. C'est ça le président de la République que nous voulons. Alors, je trouve qu'il y a beaucoup d'impasses. Quand vous dites on va aider les PME, alors qu'est-ce que ça veut dire aider les PME? Est-ce que ça veut dire qu'on va leur faire des financements moins chers que le marché? On va créer une banque publique. Alors cette banque publique, il va falloir la doter de capitaux. D'où vont venir ces capitaux? S'il s'agit d'aide, est-ce que c'est conforme aux règles de concurrence au sein de l'Europe? Il y a une mesure simple, Philippe Marini. La fiscalité et les impôts vont être allégés sur les PME au détriment des très grosses entreprises. On sait, elles font des profits. Qu'est-ce que vous en pensez? On a entendu Jean-Louis. Oui. Non, mais bon, c'est une redistribution. Oui. Non, mais tout ça, je sais bien. Small is beautiful. Ça, c'est un principe constant. On dit que c'est là que se créent les emplois dans les PME. Mais naturellement, seulement un grand groupe,
il a des filiales plus petites, il a des sous-traitants, il fait travailler tout le tissu industriel, et on ne va pas nous dire quand même que les grands groupes français, les centres de décision qui existent en France, c'est négligeable. On ne va pas continuer ce discours vraiment primaire qui consiste à opposer les uns et les autres, les uns aux autres. Le tissu économique, c'est un tout. Et puis on ne va pas me raconter qu'il faut faire plus de crédit en taxant davantage les banques et en les traumatisant par une réforme dont on n'a d'ailleurs aucune espèce d'idée, parce que s'il est populaire et généreux, naturellement, de mettre au pilori, en place de grève dans votre belle ville de Paris, tous ces banquiers odieux, n'est-ce pas, séparer, comme vous voulez le faire, ce qui est spéculatif, c'est-à-dire ce qui est immoral, et ce qui correspond à l'économie réelle, alors c'est un beau sujet de discours. Et ça passe très bien dans les discours. Non, non, pas du tout. Ça passe très bien dans les discours, mais je crois que là, il faudrait être beaucoup plus sérieux. Oui, justement. Alors, la séparation, pour être clair, hein, des banques de dépôt et d'investissement, hein, c'est partie du projet. Je veux... Philippe Marigny conteste. Oui, mais je veux répondre aussi. Là. Il ne conteste pas que cela. Déjà, il y a le ton. Monsieur Marigny, vous devez cesser de considérer que c'est vous et votre camp qui êtes dans... l'objectivité des chiffres, dans le sérieux, vous prenez les trémolos. Je n'ai pas dit ça, mais je vous ai entendu en séance. Non, mais je vais finir. Vous aussi, vous êtes passionné. Non, je vais finir. Non, ce n'est pas la passion qui m'inquiète. C'est la façon de considérer que votre politique était et est la seule possible. Or, vous devez vous rendre compte que c'est un échec sur toute la ligne depuis 5 ans, sur l'efficacité économique et sur la dette. Il n'y a pas un seul président de la République, sous la Ve République, qui a fait un déficit comme M. Nicolas Sarkozy. Vous savez bien qu'il n'est pas seul à avoir fait le déficit. Voyons. Non, M. Seguin disait... C'est si simple, parce que demain, quand il n'y aura plus M. Sarkozy, le déficit va disparaître. 500 milliards, c'est énorme, 500 milliards de plus. Oui. M. Seguin, de son vivant, disait... Oui, il y a la crise. Un tiers, c'est la crise. Je pense que ça doit être ça, de ce déficit et de cette difficulté. 2 tiers, c'est les choix politiques et économiques. Vous étiez avec les mêmes trémolos dans l'hémicycle pour nous dire que la loi TEPA, c'était fantastique pour relancer la machine. La défiscalisation des heures supplémentaires, c'est 1 million de chômeurs en plus aujourd'hui au bilan de Nicolas Sarkozy. C'était le bouclier fiscal. Aujourd'hui, vous l'abandonnez, donc vous reconnaissez. Vous aurez pu l'abandonner avant. La crise, c'est depuis 2008. Donc, plus de leçons sur les chiffres, sur la façon de gérer. On a quand même le droit de vous critiquer. Écoutez, chacun a le droit de critiquer, bien sûr, c'est la démocratie. Bien sûr, non, vous avez le droit de critiquer. Vous n'avez pas le monopole de la critique. C'est le ton. Je vous dis, nous allons faire une autre politique. C'est-à-dire que, au lieu de penser qu'en favorisant les grandes entreprises, les grands groupes, au détriment de tout le reste du tissu industriel, en favorisant les 1% des ménages les plus riches, pas les classes moyennes, elles ont été matraquées. 24 taxes supplémentaires sous Nicolas Sarkozy. En favorisant donc ceux qui ont déjà beaucoup et en serrant la ceinture de ceux qui n'arrivent même plus à 50 € près, ils peuvent, la moitié des foyers français, basculer dans l'endettement et dans une grande précarité de vie. Qu'est-ce que vous proposez? Alors, il faut inverser. Là, la question du pouvoir d'achat n'apparaît pas véritablement. Il n'y a rien sur le SMIC? Alors, ça sera tout ce qui est salaire. Ça va, non, d'abord, la négociation sociale va être relancée. Et la méthode qu'emploie François Hollande, c'est les réformes, notamment fiscales, pour relancer la machine. Il faut redresser la France. Des mesures fortes, et on va dire, où là, il y a un volontarisme de distribution sur les jeunes, tout de suite. Et puis, dans le temps du mandat, à ce moment-là, il va y avoir, avec cette redistribution, des relances dans tous les domaines, et notamment la négociation sociale devra permettre qu'il y ait des avancées. Négocier plus tard. Philippe Marigny, vous le constatez, les socialistes ont mangé du lion depuis le succès du discours du Bourget dimanche. Mais c'était un bon discours. Est-ce que c'est formellement, moi j'ai apprécié les citations, mais sur le fond, néanmoins, et encore plus avec le détail des mesures et leur chiffrage, je dis c'est habile, mais c'est extrêmement ambigu. Et vous changez très souvent de position. Je prends un tout petit exemple. Dans la discussion budgétaire,
avec l'excellente rapporteure générale que nous avons à présent. Mais bon, je ne suis pas de son avis, mais je ne suis pas de son avis, mais c'est une personne honnête et travailleuse. Bon, vous ne ferez pas dire du mal, Vous parlez de Madame Brick, pour ceux qui l'ignorent, il s'agit de Madame Brick, élue socialiste. Bon. Au Sénat, on nous a fait voter, parce que la loi TEPA, c'est l'horreur des horreurs, on nous a fait voter l'abaissement du seuil de franchise des successions de 150 000 à 50 000. 50 000. C'est 100 000 dans le projet. Non. Ce qu'on nous a fait voter au Sénat, c'était 50 000. 2 mois après, c'est 100 000. Bon, nous avons attaqué ce seuil de 50 000 en disant que c'était le prix d'un appartement, n'est-ce pas, dans Paris, que ça ne représente pas beaucoup de mètres carrés. Non mais je veux dire... Non. Et vous, mécontent alors, je veux simplement montrer... C'est François Hollande le candidat. C'est lui qui tranche, d'accord. C'est pas seulement celui qui tranche, c'est qu'il y a des débats, les curseurs sont mis... Ça bouge. Globalement, vous n'avez pas répondu à la deuxième partie de ma question. Les socialistes ont mangé du lion depuis dimanche. Oui. Et vous, c'est la déprime? Mais écoutez, nous avons un candidat qui est le challenger. Un candidat très probable. Bon, mais jusqu'au dernier jour de son mandat, il va l'exercer pleinement. Et dimanche, en effet, j'attends l'annonce d'un plan compétitivité-emploi, car l'emploi se dégrade tous les jours. On n'a pas besoin de discours, on a besoin d'actes. Philippe Marigny, est-ce que vous considérez aujourd'hui, après l'avoir déclaré au mois de septembre, que la question de la candidature, d'une autre candidature est légitime que celle du chef maintenant, de l'État. Je suis engagé, je vais jusqu'au bout, et si des questions pouvaient se poser, aujourd'hui, vraiment à moins de 3 mois de l'échéance, notre formation politique, l'UMP et ses alliés, nous avons un candidat très vraisemblable, nous sommes derrière lui, nous ferons tout pour l'aider et pour gagner avec lui. Plus d'état d'âme chez vous, même si par exemple Alain Juppé, qui est confronté ce soir à François Hollande sur le plateau de France 2, réalise une belle performance, peut-être... Mais ça montrera qu'il y a des regrets chez vous, une diversité de tempéraments et de talents, et tout cela ne peut que servir le rassemblement autour de notre candidat. David Assouline. Écoutez, moi, ce que je veux dire, c'est que vous avez répété plusieurs fois les socialistes ont mangé du lion. Nous sommes nous sommes très déterminés, en plus très convaincus, et nous savons que c'est pas une question. On va au combat toujours avec une dose de confiance, mais aucun triomphalisme. Moi, je le dis, je sais que jusqu'à la dernière seconde du moment où les Français vont poser un bulletin le 22 avril, le 22 avril, il nous faudra convaincre. Il y a eu un bon départ, qui est non seulement le meeting, je l'ai dit, mais ces annonces, cette maîtrise des dossiers constatée aujourd'hui. Il y a des haies qu'il va falloir sauter. Il y aura une dernière ligne droite avec un sprint. Franchement, chaque Français que nous devrons convaincre devra être pris au sérieux. Nous serons sur le terrain. Et pas de triomphalisme. On a noté pas de triomphalisme d'un côté et pas de défaitisme de l'autre. Tout est possible. Tout est possible. J'ai déjà entendu ça, il y a 5 ans. C'était un slogan qu'on voyait sur les affiches avec votre candidat. C'est pas si mal. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat très enlevé ce soir autour du projet des 60 propositions. Ah oui, il est là. Voilà, c'est le petit livre. Il va être diffusé à combien de millions d'exemplaires? On ne compte plus. 15 millions. 15 millions, dites-moi. À 22h, Sonia Mabrouk pour de nouvelles prolongations, bien sûr, sur ce même débat. Tout de suite sur la chaîne parlementaire, Assemblée nationale, pile et face. Bonsoir. Loyer cher, pénurie de logements sociaux, baisse du pouvoir d'achat, plus de 8 millions de Français sont touchés par la crise du logement. Comment résoudre cette crise? Reportage, entretien, nous allons décrypter une à une les propositions des candidats. Enjeu 2012, présenté par Nora Hamadi, ce soir à 23h sur Public Sénat. Tous les matins à 8h15, Guillaume Durand et Gilles Leclerc reçoivent une personnalité politique dans En route vers la présidentielle. L'élection présidentielle de 2012, en tout état de cause, sera extraordinairement difficile. Je sais qui est ma candidate, c'est Eva Joly. L'adversaire,
c'est la droite. Le grand courant du centre en France a le droit et le devoir d'être présent dans cette élection. Il faut faire ce que Marine Le Pen a dit. En partenariat avec Radio Classique, en route vers la présidentielle, tous les matins à 8h15, en direct sur Public Sénat.